En Provence et en Languedoc, existent depuis l'époque romaine des communautés juives plutôt bien intégrées. La présence juive dans le midi de la France remonterait ainsi à l'Antiquité romaine, à en croire la découverte en 1967 d'une lampe à huile frappée de 2 chandeliers à 7 branches dans la petite ville d'Orgon, non loin de Marseille. Au XIIe et XIIIe siècle, les Juifs du Midi profitent de l'esprit de tolérance qui règne dans plusieurs comtés du sud du pays. Les seigneurs locaux, tantôt sous l'autorité des rois de France, tantôt sous celle des souverains d'Aragon, et bientôt sous celle des papes d'Avignon, n'appliquent que rarement les décrets infamants qui frappent les Juifs d'Europe à la fin du Moyen-Âge, et offrent même l'asile à de nombreux réfugiés en provenance d'horizons divers. Pour déterminer la localisation des grands centres juifs et connaître le nom des principaux maîtres de Provence et du Languedoc au XIIe siècle, les spécialistes possèdent un récit majeur sur lequel appuyer leur dire. Il s'agit du Sefer Massaot du rabbin navarrais Benjamin de Tudel. Cet explorateur, originaire de la péninsule ibérique, a réalisé autour des années 1160 la cartographie des principales implantations juives présentes dans le Midi de la France. On apprend de son récit de voyage que Narbonne représentait numériquement l'un des poumons du judaïsme méridional, avec une communauté forte de plusieurs centaines de membres, disposant même de son hôpital propre. Non loin, la cité de Béziers peut se targuer de posséder la plus ancienne inscription synagogale du Midi. Datée de 1214, la dédicace est riche d'informations. Elle suggère la reconstruction d'un premier lieu de culte biterrois, après l'exil temporaire de ses membres à Olot, dans la province de Gérone en Espagne. À la même époque, d'autres communautés émergent et deviendront au XIIIe siècle des foyers majeurs de l'érudition juive en Méditerranée. Montpellier, dont le bain rituel médiéval est aujourd'hui l'un des symboles, a rayonné sur toute la région et a attiré des lettrés juifs venus de loin pour enseigner dans sa prestigieuse université. Depuis quelques années, les archives municipales exposent dans une vitrine un splendide vestige de cette époque faste. Acquis en 2008, lors d'une vente aux enchères organisée à Londres, le Marzor de Montpellier est un rituel de prière unique en son genre. Écrit au XIVe siècle par des Juifs du Languedoc, qui se sont réfugiés plus à l'est dans le comtat vénessin tenu par les papes d'Avignon, le manuscrit présente un texte élégamment calligraphié en caractères hébraïques, selon le rite séfarado-provençal. On y découvre notamment de rares poèmes liturgiques, scandés dans l'ère culturelle catalano-occitane dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Originaire de la ville du Mont, telle qu'est parfois appelée Montpellier, sans doute en référence à Jérusalem, quelques érudits s'installent dans de petites villes voisines, appelées à rayonner au XIIIe siècle. Samuel Ibn Thibon de Lunel, dont le décès est attesté à Marseille en 1230, a notamment contribué à la diffusion dans l'Europe chrétienne du Guide des égarés, le Moré Nevuchim, de Maïmonide, en traduisant l'œuvre de l'arabe vers l'hébreu. Habitant de la petite localité voisine de Posquières, le kabbaliste Abraham ben David, plus connu sous le nom de Ravad de Posquières, est le principal détracteur de ce même Maïmonide, auquel il reproche, entre autres choses, une approche philosophique de la foi. De ces deux cités, jadis connus pour leurs brillants traducteurs, halachistes et mystiques juifs, ne restent aujourd'hui plus guère que quelques toponymes évocateurs et de maigres références littéraires. Enfin, comment parler du Midi de la France sans évoquer le magnifique patrimoine du comtat vénessin? In fine, le mieux conservé de tout le sud de la France, en raison d'une pérennité de la présence juive, même après les expulsions imposées par le pouvoir royal à la fin du Moyen-Âge, y compris en Provence après 1501. On appréciera notamment la richesse de l'héritage comtadin à Carpentras, où la synagogue, toujours en activité, donne à voir, outre un magnifique décor intérieur baroque du XVIIIe siècle à l'étage, un complexe médiéval splendidement préservé au rez-de-chaussée. Bâtie sur le même modèle, la synagogue de Cavaillon, visible depuis 6 siècles au fond de sa rue hébraïque, présente une architecture rocaille, de style Louis XV, aussi rare que ravissante. En résumé, vous l'aurez compris, cette chronique n'est qu'une mise en bouche, pour vous encourager à mieux découvrir les héritages de communautés souvent méconnues, mais qui mériteraient assurément d'être davantage explorées.